Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 13 février. La fermeture de l'église de Saint-Pédis. Baie des Saveurs, le regroupement des producteurs et des transformateurs bioalimentaires dans la baie des Chaleurs. Atelier préparatoire pour votre jardin de 2022 offert par le collectif alimentaire. Et le projet de loi 21, loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, comme vous le savez sans doute, plusieurs fabriques sont en difficulté financière et la fermeture de plusieurs églises semble évidemment inévitable. C'est malheureusement le cas de l'église de Saint-Pédis, située dans la baie des Chaleurs. Nous avons rencontré pour vous M. Rémi Arsenault, ancien président et secrétaire de la fabrique de Saint-Pédis, à ce sujet. Bonjour Rémi. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui arrive avec l'église ici à Saint-Pédis? L'église, là, est en procédure de fermeture parce qu'on n'a plus les moyens financièrement de faire rouler l'église. C'est sûr que la pandémie, ça a fait mal, mais même avant la pandémie, là, les finances commençaient à s'en aller tranquillement. Parce que c'est quand même un important coût, juste à garder, juste mensuellement, tous les coûts reliés à l'Église. Les coûts reliés à l'Église, juste vous donner une idée, depuis le 31 décembre, depuis qu'ils ont fermé les églises, à l'ouverture, on a reçu un compte d'Hydro-Québec de 2400 $, puis le chauffage est juste à 10. Ça veut dire que si on aurait chauffé plus, ça aurait coûté au-dessus de 3 000. Ça, c'est juste pour l'électricité? Ça, c'est juste pour le chauffage. L'église sert une fois par semaine. Ça veut dire 4 semaines, ça veut dire facilement, il faut faire des quêtes environ de 700 à 800 $ pour tenir l'église à flot. Vous, ça fait quand même un bout de temps que vous êtes investi ici. Moi, ça fait 12 ans et demi comme président de la fabrique. Mais au mois de mai, on voulait comme fermer, mais vu que l'été était là, on a persisté, puis on a fait un marché aux puces, qui nous a rapporté quand même 4 000 $, qui nous a permis de se rendre jusqu'aux fêtes. Puis après ça, là, financièrement, on a pu les rendre solides pour continuer. C'est quoi ça aura pris pour pouvoir continuer, idéalement? Idéalement, le monde, la dîme est à 65 $, dîme et chauffage. Il aurait fallu qu'ils m'aient payé environ 100 $ par personne pour que l'Église survive. Mais on n'a pas de moyens, on n'a plus de bingo. Mais les bingos, on s'est aperçu qu'en chauffage, depuis que les bingos, ça a beaucoup baissé. Puis en fermant les bingos, on n'a plus besoin de chauffer le bas, juste une température pour que ça gèle. On sauvait environ 13 à 14 000 $ rien qu'en chauffage. Ça veut dire que c'était rentable pour l'Église de ne pas faire de bingo, vu qu'on ne faisait pas de profit. Parce que les 2 derniers bingos qu'on a faits ont été déficitaires. À un moment donné, là, on ne peut pas continuer. Mais qu'est-ce qui va arriver avec le bâtiment? Le bâtiment, ça c'est une bonne question. On a approché la ville. C'est sûr que le presbytère il pourra faire des loyers. L'Église en tant que telle, ça fera une belle salle de spectacle, mais on en a déjà une. Je ne peux pas vous dire vraiment qu'est-ce qui va arriver avec l'Église. Y a-t-il des subventions pour faire peut-être des loyers, faire un deuxième? Aucune idée. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur. Qu'est-ce qui va arriver avec l'Église? Là, est assuré pour 2022. Si ce n'est pas pris, qui va assurer ça? J'ai aucune idée. La moyenne d'âge qui venait à l'Église était 60 ans en montant. C'est sûr qu'il y en a des jeunes qui venaient, là, mais à 40 personnes, tu peux pas soutenir une Église. Il aurait fallu que l'Église, il y aurait eu environ 150 personnes à tous les dimanches pour que l'Église survive. Puis il y avait juste environ le tiers qui payait le droit d'Église.
tu peux pas arriver. Si on aurait eu le 3/4 qui aurait payé, mettons, j'aurais dit à 100 pièces par famille, ça aurait peut-être arrangé. Mais juste monter de 5 pièces, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Puis, comme je vous dis, la génération, peut-être de 50 ans en baissant, ne payait pas, puis ne venait pas à la messe. Ça aide pas. Quand vous avez commencé au début, ça devait être un tout autre scénario. Là. Ah, on a déjà eu 60 000 pièces en banque. Puis là, on est rendu il nous reste environ 5 000, mais il y a le compte de l'hydro à payer qu'on a reçu. Ça veut dire un 2 400 à peu près. Ça veut dire qu'il nous reste la moitié. On a fait couper le téléphone, puis il reste 2 400 environ pour, si on peut se rendre au beau temps, au printemps. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait une messe le samedi soir, puis il y avait une messe le dimanche. Après ça, on a tombé juste une messe le dimanche. Ça veut dire que le nombre de gens qui venaient à la messe avait baissé. Moi, je vous parle des années, je suis arrivé ici en 82, puis je vous dirais les années milieu 95, là, ça a commencé à décliner. D'accord. Puis aujourd'hui, il y a 40 personnes. C'est des personnes qui ont 80, il y a 30-35 ans passés, les autres avaient 50-55 ans, c'était des pratiquants. Puis aujourd'hui, ils sont rendus à 80, 84, 85. Il ne faut pas trop leur demander, là, côté bénévole. Ils viennent à la messe, mais ils n'ont pas la santé et la capacité de s'impliquer là, pour l'Église. Mais tous les jeunes ne s'impliquent pas. Je mettais sur le bulletin paroissial pour avoir des bénévoles ou nous aider. Je mettais mon adresse email, mon numéro de téléphone, puis j'ai jamais eu de réponse. Ça veut dire que, puis quand on a décidé que moi je démissionnais, il n'y a personne qui s'est avancé pour prendre la relève. Il va y avoir la messe de fermeture, puis la pierre d'angle qui est sur l'autel, là, elle est en dessous de la note. Ça va être enlevé, puis normalement, c'est enterré dans le cimetière. OK. C'est comme une tradition. Ils appellent ça déchristianiser une église. OK. C'est la procédure que l'évêque va faire. C'est comme la messe de fermeture. Là, quand je ne sais pas, on a envoyé les papiers à l'évêque la semaine passée. Puis là, c'est lui, je dois avoir une rencontre virtuelle avec. Puis c'est là que ça va se décider comment ça va procéder. Connaissez-vous BD Saveurs, le regroupement des producteurs et des transformateurs bioalimentaires qui effectuent la vente directement auprès des citoyens de la baie des Chaleurs? Nous avons eu le plaisir d'en rencontrer quelques-uns lors d'une journée de cueillette qui a eu lieu jeudi le 10 février dernier. Bien, bonjour Étienne. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous rappeler comment ça fonctionne sur BD Saveurs? Oui, la BD Saveurs, en fait, c'est un collectif de 8 producteurs agroalimentaires de la région. On est spécialisé en légumes biologiques. On fait la mise en marché de proximité tous ensemble. Le BD Saveurs opère du début du mois de novembre jusqu'à la fin du mois d'avril. Les commandes sont prises sur Internet. Et puis, on a aussi un système d'abonnement à des paniers bi-hebdomadaires. OK. Ça, c'est pour les gens de quelle région, vous? Bien, dans le fond, c'est toute la baie des Chaleurs. Notre point de chute le plus à l'ouest est à Nouvelle, puis le point de chute le plus à l'est est à Passepébiac. On regroupe des producteurs, dans le fond, qui vont de Saint-Godefroy à Carleton. OK. Y a-t-il beaucoup de gens qui font appel à Baie des Saveurs? Ah oui, je dirais que dans une année, à peu près 500 ou 600 familles différentes vont commander sur la Baie des Saveurs. Puis une commande à l'autre, bien, c'est à peu près entre 150 et 200 familles différentes là, qui vont passer une commande sur la Baie des Saveurs. Ouais. Ah, quand même! Oui, quand même. Vous, ça fait combien de temps que vous venez ici pour avoir des produits frais? Bien, pour les paniers bio, ça fait au moins 12 ans. Un coup qu'ils ont parti ça, on était un des premiers. Puis on continue parce qu'on encourage notre région. Puis tous ceux qui cultivent, ils font du gros travail, puis des bons produits. Puis ça reste qu'on amène l'argent pour nous autres ici en Gaspésie. Qu'est-ce qui vous a incité au début? Ah, bien c'est comment on pourrait dire, la qualité. Puis c'est des gens qui sont passionnés. Nous, on est passionnés là-dedans. Puis même, on fait la culture, moi et ma femme, bio. Puis on va continuer là-dedans parce que c'est la santé. Puis ça vient pas de tout partout, ça vient d'ici directement. Là.
Il y a combien de produits environ? Oh, ça varie beaucoup au cours de la saison, parce qu'en début de saison, au début du mois de novembre, par exemple, on va avoir beaucoup de légumes, dans le fond, les derniers légumes de champ frais qui vont être disponibles. Pendant l'hiver, on tombe plus sur le légume d'entreposage, courges d'hiver, choux, carottes, patates, oignons, ainsi de suite. Là, les légumes, dans le fond, de conservation, les légumes d'hiver. Fait qu'on va dire, sur le bon de commande, il peut y avoir entre 30, ça va de 30 à 100 produits différents. Okay. Tout dépendant de la période de l'année. OK. Y a-t-il des coûts pour s'inscrire à Pointe-Mort? Il y a un petit coût annuel de 7 $ qui est à payer juste une fois. C'est un frais non récurrent qu'on charge chaque saison aux gens qui commandent sur la Baie des Saveurs. Dans le fond, ces frais-là nous servent à payer la plateforme de commerce électronique. C'est des frais qui sont reliés là, au site web. Puis de cette façon-là, la valeur des légumes va 100% au producteur. D'accord. Puis tous les producteurs sont bio, sont certifiés bio? On est tous certifiés biologiques. Dans les légumes, on est tous certifiés biologiques. On a un nouveau producteur qu'on a introduit cette année. Lui, il n'est pas encore certifié biologique, il est pré-certifié. Donc, tu sais, dans le processus de certification, il y a plusieurs étapes. Là. Lui, il est comme à la première étape. Il n'a pas encore eu son certificat final, mais on s'attend à ce qu'il l'aille au courant de l'année prochaine. Hein. Okay. Et puis, on a aussi c'est tous des producteurs maraîchers, à une exception près, autour du pot, une petite entreprise de Saint-Alphonse qui est spécialisée dans les conserves et les produits lacto-fermentés. Donc, eux, c'est une entreprise qui fait des produits transformés. Mais bon, elle a joint le regroupement parce que elle fait ses produits avec nos légumes. Donc, c'est une autre façon de commercialiser nos légumes, si on veut. Ça fait-tu bien longtemps que vous faites partie de l'aventure? Moi, j'ai joint la Baie des Saveurs en 2012, mais la Baie des Saveurs elle-même existe depuis 1998, sous une forme ou une autre. Au début, ça s'appelait le Réseau bio de la Baie, puis c'était principalement Luc Potvin et Éric Giguère, les propriétaires des Jardins Viridis, qui avaient démarré ça à l'époque pour vendre leur production, la production des Jardins Viridis. Puis là, au fur et à mesure, que les années ont avancé, bien, il y a d'autres producteurs qui se sont joints à eux, puis éventuellement, c'est devenu la Baie des Saveurs qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Pour votre part, c'est quoi les produits que vous offrez? Nous, à ce temps-ci de l'année, on est encore sur les légumes d'entreposage, mais on fait aussi un petit peu de production de verdure fraîche en serre. Comme cette semaine, par exemple, on a du kale. On fait aussi des micro-pousses de tournesol, des micro-pousses de pois. Donc là, on vend comme céleri rave, courge spaghetti, courge butternut. On a de l'échalote française. De d'autres producteurs, là, vous avez carottes, rutabaga, patates, oignons. Mon Dieu, il y a de tout. Bref, tous les légumes d'hiver qui sont disponibles à peu près, on les a. D'accord. En terminant, les gens, ils ont jusqu'à quand pour pouvoir profiter de vos produits? Les commandes sont une semaine sur 2 pendant l'hiver, dans la période qui va de Noël jusqu'à la fin avril. C'est une semaine sur 2. Donc là, jeudi 10 février, c'est journée de commande. Prochaine commande va être le 24 février. Les gens vont pouvoir commander à partir du 18 février jusqu'au 23 inclusivement pour recevoir leur commande le 24 février au point de chute le plus près de chez eux. On en a 7 dans Baie-des-Chaleurs, donc Nouvelle, Carleton, Maria, New Richmond, Caplan, Bonaventure et Passepébiac. C'est les 7 endroits où on livre nos légumes. C'est quoi les produits que vous offrez au potager partagé? Nous, on a, c'est sûr, on a quand même plusieurs légumes de conservation. On a des patates, on a des carottes, on a du chou, on avait du rutabaga. On essaie toujours de plus en plus le chou rave. C'est super le fun, le chou rave. Moi, je l'appelle un peu le concombre d'hiver parce que c'est comme frais. Puis c'est croustillant, mais en même temps, c'est un légume qui se conserve super bien là, pendant l'hiver. C'est vraiment cool. Puis c'est pas mal ça qu'on a dans la chambre froide. Mais après ça aussi, on travaille quand même fort. On a une grande serre aussi. Puis on a récemment installé un système de chauffage. On n'est pas encore optimal là, dans son utilisation, mais on travaille fort à développer là, des cultures des fraîcheurs là, comme hâtive ou tardive, là, des épinards, des laitues. On a de la bêta-carre, du kale. Puis aussi notre nouveau produit qu'on a sorti cette semaine, puis que moi, je suis bien excitée. C'était comme un test là, cette année, mais on a commencé à produire des endives. Fait que là, cette année, on a vraiment eu... on va peut-être avoir 50 paquets là, pour la baie, dans le fond, là, qui va être distribué, qui a été distribué cette livraison-ci, puis la livraison qui va s'en venir, mais on prévoit vraiment comme se partir là-dedans pour la saison prochaine. Là. Fait que comme ça, c'est vraiment un produit qu'on se rend compte qui est quand même vraiment le fun à cultiver l'hiver. Puis c'est ça, ça va être notre nouveau créneau, si on veut. Le collectif alimentaire organise présentement de beaux ateliers avec Marie-Claude Ricard, la responsable des jardins au sein du collectif alimentaire pour la préparation de votre jardin 2022. Nous avons passé voir Marie-Claude et voici ce dont nous vous avons préparé. Bonjour Marie-Claude. Bonjour André, ça va bien? Ça va bien vous? Oui.
Là, toujours dans le but dans la même voie, dans comment avoir un jardin productif, là, il y a plusieurs ateliers qui ont été montés puis qui vont avoir lieu prochainement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? C'est quelle sorte d'atelier aussi? Ben oui, parce que si on veut, c'est bien beau que c'est tout blanc dehors, mais on rêve d'avoir nos prochains légumes puis d'avoir notre jardin. Fait qu'il faut le planifier. Il faut planifier ça, un jardin. Il faut le rêver, il faut l'imaginer. Il faut à chaque fois qu'on mange, c'est quoi les légumes que je mange le plus? C'est qu'est-ce que j'aime? Fait qu'on le planifie. Après ça, on va acheter nos semences. Mais si on veut avoir le résultat souhaité, on n'achètera pas n'importe quelle semence non plus. On va essayer d'en avoir des adaptés. On va essayer de se souvenir. Si l'année dernière, j'avais un jardin, j'avais des maladies, je vais acheter des semences qui sont adaptées puis résistantes à ces maladies-là. Donc, après ça, bien là, on va les semer. On va semer à l'intérieur, mais avant ça, il faut essayer de comprendre, encore dans la planification du jardin, il faut voir comment que fonctionne ma plante, c'est quoi l'espace qu'elle a besoin, c'est quoi la nourriture qu'elle a besoin, c'est quoi l'ensoleillement qu'elle a besoin, où je vais la mettre dans mon dessin, où je vais la planifier, parce que plus on planifie, plus c'est rapide par la suite durant l'été et c'est facile de s'installer parce qu'on sait où on s'en va, on l'a planifié. C'est comme construire une maison. Hein? Si on fait un design puis qu'on a un beau plan d'architecte, la construire, ça se fait de même. Si on arrive avec des 2x4 puis qu'on se dit « OK, on fait ça où puis on comment? » Ça va être plus long, ça va être plus difficile. Donc, le jardin, c'est pareil. Donc, si on le planifie comme il faut, si on le planifie bien, puis qu'on a des informations et des trucs que je peux vous donner, que je peux partager, pour après ça, et semer, après ça, on va avoir nos semis ici, on va pouvoir avoir un jardin qui va nous donner beaucoup plus en alimentation durant notre année. Puis moi, comme vous êtes venu voir mon jardin l'année passée, je le fais en 3 dimensions, puis il donne énormément sur une petite surface. Fait que je peux partager ces trucs-là dans la planification. Mais en même temps, c'est selon les gens, c'est moi, les ateliers que je vais donner ici au Loco Local, qui est un endroit à Bonaventure, central. Donc ici, je vais pouvoir donner les ateliers, mais avec les besoins des gens. Les gens vont me dire c'est quoi qu'ils veulent avoir comme information, puis et moi, je partage. Puis dans cette voie, ça va être quoi le premier atelier qui va avoir lieu? La planification du jardin, c'est ça le rêve. Comment je le vois, comment je l'imagine. Si j'avais un jardin l'année dernière, c'est quoi que j'avais eu comme difficulté, c'est quoi qui a bien été. Puis là, dans ma planification, j'ai ma rotation de culture, j'ai mon compagnonnage, est-ce que je veux m'agrandir, un nouveau jardin, est-ce que j'en veux un nouveau? Si je viens d'arriber dans une nouvelle maison, où je l'installe, mon nouveau jardin? Puis comment je peux faire pour l'installer un? Ça fait que ça, c'est toute ma planification. Ça va être le 19 février, puis ça se pourrait que le 19 février, on ne puisse pas faire ça au Loco Local. Ça se pourrait qu'on puisse faire ça, qu'on doit faire ça par Internet. Mais par Internet, je vais essayer de prendre vos questions quand même, puis être le plus à votre écoute. Ça va dépendre des mesures qui vont être en place à ce moment-là. Oui, ça va dépendre des mesures en place. Moi, les gens qui vont s'inscrire, fait qu'on s'inscrit aux ateliers, au collectif alimentaire, sur le courriel du Jardin 4, Jardin collectif alimentaire, jardin4 à commercial@gmail.com. Vous inscrivez là. Moi, j'envoie une feuille d'inscription. Puis, quelques jours avant l'atelier, j'envoie de l'information à savoir, c'est-tu en présentiel ici au Loco Local? C'est-tu par Zoom? Est-ce que vous avez des matériels à apporter pour l'atelier? À part votre tête et votre bonne humeur, bien sûr. Mais, fait que je donne des informations juste avant. Il y a une liste d'ateliers. Il y en a 5 ateliers. Vous pouvez vous inscrire à 1, vous pouvez vous inscrire aux 5. Moi, je les ai montés de façon à ce qu'ils suivent. Toutes les formations se suivent. Si vous venez juste à 1, c'est correct, mais peut-être que vous aurez pas, vous manquer de l'information. Mais libre à vous. À qui ça s'adresse au juste? Tout le monde qui veut cultiver ou qui a un intérêt à faire pousser ses propres aliments. Qui rêve d'avoir, qui a juste un balcon, puis dit comment je fais ça sur un balcon, ou qui a une grande terre en arrière de chez eux, ou qui vient de s'acheter une maison, ou ça fait 20 ans qu'il y a un jardin, puis qui veut améliorer ses techniques. Parce que quand on est curieux, puis quand on aime quelque chose, on va tout le temps chercher plus d'informations, puis je peux apporter des choses de plus. Puis en plus, ces ateliers sont gratuits? Oui, oui, c'est le collectif alimentaire qui fournit ça à la population parce que le collectif a comme mission aussi d'améliorer l'alimentation des gens et l'autonomie alimentaire. Fait que ça fait partie d'eux.
Fait que c'est vraiment accessible à tous. À tous. Puis ici, au local, on a un petit coin enfant en plus. Fait que si jamais il y a des petits bouts qui viennent, bien, il y a possibilité qu'ils soient là. Il n'y a pas de problème. Puis là, si les gens ils ont besoin d'informations supplémentaires, ils vous suivent comment? Où et comment? Il y a, il y a toujours les possibilités de m'écrire à Jardin 4, c'est moi qui reçois le courriel, ou sur envoyer un message sur le Facebook du collectif alimentaire, ou les jardins aussi au collectif alimentaire. On a un Facebook qui est le Jardinier Gardener Saint-Siméon-Port-Daniel. Ah, d'accord. C'est le Facebook des jardins. Donc, je vais commencer à le regarder puis à envoyer de l'information dessus. Fait que si vous avez des questions par rapport aux activités, aux ateliers, à la série d'ateliers hivernales, parce que l'hiver, c'est fait pour rêver à l'été. Groupes environnementaux, citoyens et plusieurs autres se réjouissent et soulignent le dépôt du projet de loi fermant la porte à l'exploitation des hydrocarbures, mais demandent qu'il soit amendé. Pascal Bergeron, le porte-parole d'Environnement Vert Plus, nous informe à ce sujet. Bonjour Pascal. Bonjour André. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu le projet de loi 21, c'est quoi au juste? C'est un projet de loi qui vient d'être déposé par la CAQ pour mettre fin à l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz au Québec. En gros, ça va être interdit de forer des puits de pétrole puis des puits de gaz au Québec. Puis la plupart de ceux qui ont été forés jusqu'ici vont être fermés. D'accord. D'après vous, là, pourquoi que le gouvernement actuel a proposé un projet de loi tel que le projet de loi 21? Un projet de loi pour en finir avec l'industrie des hydrocarbures. La CAQ n'avait pas un gros appétit pour les forages. Quand ils ont été élus, on croyait le contraire, en fait, parce qu'il y avait toute la mouvance Québec fier qui était financée par Michael Binion et le pétrole de l'Alberta. Puis Michael Binion, lui, c'est le président de Quester. Il veut forer dans la vallée du Saint-Laurent. Il veut extraire du gaz par fracturation. Bon, donc, il a parti un mouvement politique. Il a fabriqué un mouvement politique, le mouvement Québec fier, pour appuyer Legault pour le faire rentrer. Donc, on croyait que le gouvernement Legault allait vraiment ouvrir la porte grande à cette industrie-là. Rapidement, par contre, ils ont compris qu'il allait avoir beaucoup de problèmes avec les gens qui ne voulaient pas de ce développement-là, notamment en Gaspésie, mais aussi dans la vallée du Saint-Laurent. C'était très impopulaire dans les comtés où ils ont été élus. Ils ont compris qu'il allait avoir énormément de problèmes avec leur base électorale s'ils ouvraient effectivement la porte à l'industrie. Et la première demande d'autorisation qui est rentrée sur le bureau du ministre Jonathan Julien, c'était la demande d'autorisation pour le puits de Galt 6, près de Gaspé. Et Jonathan Julien l'a refusé. Et à partir de là, la compagnie Utica Resources, propriété de Mario Lévesque, a poursuivi le gouvernement pour renverser la décision du ministre. Et ce qu'on voyait, c'est des compagnies qui faisaient la file au tribunal pour obtenir des compensations parce qu'on avait restreint leur terrain de jeu, pour forcer le gouvernement à délivrer des autorisations. En ce moment, il y a 5 poursuites inscrites au tribunal contre le gouvernement du Québec. Utica Resources en a une pour se faire compenser, une autre pour forer à Galt dans le secteur de Gaspé. Pierre Idé, anciennement Petrolia, poursuit le gouvernement pour une somme de 32 millions parce que avec la nouvelle loi et les nouveaux règlements qui datent de 2018, il ne pouvait plus forer à Haldimand, à un jet de pierre du centre-ville de Gaspé, à un endroit où personne ne voulait les voir de toute façon. Après ça, Quester poursuit le gouvernement pour pouvoir implanter son projet pilote de fracturation dans la vallée du Saint-Laurent. Squatex, qui est au Bas-Saint-Laurent, poursuit également le gouvernement pour des compensations puis des droits de forêt. Fait que, bref, les compagnies faisaient la file au palais de justice pour obtenir des compensations et des droits de forage. La poursuite d'Utica, ce n'était que la première. Le gouvernement a perdu, puis là, il devait mettre fin
à toutes ces poursuites-là. Sinon, ça aurait été des centaines de millions, voire des milliards de dollars en compensation. Donc, il devait faire une loi pour corriger la situation. Cette loi-là a été déposée il y a 2 semaines. Oui, c'est ça. OK. Puis là, ce que vous souhaitez, c'est que ça soit amendé? Effectivement, on ne veut pas qu'il y ait de cadeaux qui soient faits aux pétrolières et aux gazières. Donc, on voudrait pas que les salaires des dirigeants soient couverts. Michael Binion à 400 000 par année, il n'y a aucune raison que le gouvernement du Québec rembourse ça. Le projet de loi prévoit des projets pilotes pour du stockage d'hydrogène ou de la séquestration de CO2. Puis ces projets pilotes-là, ben, ils pourraient se faire un peu comme les puits de pétrole, sans qu'il y ait de BAP, sans qu'il y ait d'audience publique. Donc, on répéterait un peu ce qui s'est fait avec l'implantation de l'industrie pétro-gazière au Québec, où il y avait des puits qui se feraient partout sans qu'on ait notre mot à dire. Ben, il ne faudrait pas que les projets pilotes puissent se faire de la même manière. On comprend que la volonté derrière ces projets pilotes-là peut être noble. Séquestrer du CO2, c'est pas a priori une mauvaise idée. Il y a des contextes dans lesquels c'est une mauvaise idée, mais a priori, c'est pas. Ils vont sortir du CO2 de l'atmosphère si on veut limiter le réchauffement climatique. Donc, il faut quand même qu'on puisse passer ces projets-là au crible du regard du public. Ce sont là 2 des modifications qu'on voudrait voir au projet de loi. Il y en a d'autres. On est à étudier le projet de loi en profondeur pour voir quelle autre demande on aura là. Pensez-vous qu'il y a d'autres juridictions qui vont suivre? Ben oui. Le Costa Rica était supposé déposer un projet de loi similaire. Finalement, ça a avorté. Le Québec est, à ma connaissance, la première juridiction dans le monde à interdire l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz d'origine fossile. Donc, c'est super important que les choses se fassent comme il faut ici parce que ça va avoir un impact. On bat la trail pour les autres juridictions qui vont le faire un peu partout dans le monde. Et sinon, il y a Los Angeles comme ville qui a décidé, elle aussi, de déposer un projet de, je ne sais pas comment ils appellent ça, un projet de loi ou de règlement, là, parce que c'est une ville, ce n'est pas un État. Mais Los Angeles va interdire l'exploration, l'exploitation des hydrocarbures sur son territoire également. Donc, on est des pionniers, mais on s'inscrit dans une mouvance internationale là, qui est en démarrage puis qui va aller en s'accélérant. Pour Environnement Vert Plus, c'est quoi la prochaine étape? Environnement Vert Plus est invité à aller témoigner en commission parlementaire. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est de prendre part au processus législatif. Et la suite, ça va être la surveillance de la fermeture des puits. On sait qu'il y a de la contamination, par exemple, à Bourque. On sait qu'il y en a à Haldimand, près de Gaspé. Donc, ça va être de s'assurer que les choses se font de manière correcte pour assurer la protection de l'environnement, autant en Gaspésie qu'à l'échelle du Québec. On est très impliqué avec Au Secours. Au Secours, qui est une organisation, justement, qui travaille à l'échelle du Québec pour la surveillance des puits. Donc, on va continuer cette surveillance-là étroitement. C'est un dossier à suivre. C'est un dossier très important, puis c'est un dossier à suivre. Effectivement. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 13 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.